Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Martha Blackwell, vice-présidente du Conseil canadien pour les Amériques. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 7e épisode de notre série La Colombie continue de chercher le centre élection 2026. C'est un plaisir maintenant de vous présenter nos invités, un ami très apprécié du Conseil canadien pour les Amériques, Bruce McMaster, président de l'Association nationale des entrepreneurs de Colombie, en espagnol, on dit, ainsi que notre distinguée hôte, Sandra Borda, professeure et chercheuse à l'Université des Andes, et Ken Frankel, président du Conseil canadien pour les Amériques. Et sur cela, je donne la parole à Sandra pour commencer notre conversation. Sandra, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour ceux qui se sont connectés maintenant et pour ceux d'entre vous qui vont regarder les vidéos enregistrées. On vous souhaite la bienvenue aussi. Il s'agit effectivement d'une série ça fait un petit temps qu'on conduit. Il s'agit d'une série qui essaye de rechercher par rapport au niveau des différentes parties prenantes à niveau national, pas seulement à niveau politique, mais aussi leaders et entrepreneurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous voulons savoir qu'est-ce qui veut dire pour eux le centre, quel type d'exigences, de demandes, d'expectatives ils ont par rapport à la consolidation du centre politique. Et nous, normalement, commençons toujours avec un peu le bilan économique par rapport aux 4 dernières années dans le centre politique. Je vais justement vouloir commencer par cela. Merci beaucoup tout d'avance pour avoir accepté de participer à cette conversation et je te demande donc de nous donner un peu un bilan économique et pas seulement économique des 4 dernières années en Colombie sous les mandats de Petro. Nous savons qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de personnes disent que tous les pronostics par rapport à la débâcle économique ne se sont pas passés. Qu'est-ce qui est le bilan de votre part par rapport à la situation économique et pas seulement de la Colombie? Bien sûr, merci tout d'abord à Sandra et à Ken pour l'invitation d'être ici. C'est un plaisir pour moi de former partie de ce type de conversation. Comme je disais tout à l'heure à notre équipe ici, parce que nous aussi, nous nous sommes occupés de faire le bilan de 2025 et on voulait comprendre un peu quelle était l'opinion que de certaines formes nous avons créées par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années. Et il est certain que sans aucun doute, il s'agit de les 4 ans les plus bizarres de la politique publique de la Colombie. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Je vous le dis parce que nous avons dû faire face dans ces années à un principe général que la Colombie avait protégé pendant longtemps. Et je parle d'un principe que n'existe plus maintenant, qui est le principe est le suivant. Le gouvernement, l'État a complètement abandonné l'idée d'être génératrice de confiance. Il faut se demander pourquoi et comment ils ont pu faire cela et pourquoi, quels sont peut-être les outils principaux qu'ils ont utilisés pour arriver à cela. Mais je dirais que et je m'expose un peu en disant cela, mais je sépare 3 étapes dans le gouvernement. Au début, en 2022, nous avions un gouvernement et un président avec beaucoup de sécurité. Ils étaient sûrs qu'ils allaient pouvoir implémenter plusieurs changements. Peut-être certains de ces changements, ils n'étaient même pas explicites, mais ils ont pu avancer avec ce type de liste d'objectifs. Et ça, c'est le début, toujours, quand le gouvernement croit qu'il peut faire beaucoup de choses. Par rapport à l'aspect économique, la réforme des impôts qui a été vraiment rapidement acceptée en 4 mois seulement, c'est une réforme qui a été chargée par le Premier ministre Campo et aussi Ruy Barreras. Il s'agissait d'une réforme avec beaucoup d'opposition dans plusieurs articles, pas juste pour le montant de la même, mais aussi la structure de la réforme. Et toutefois, le gouvernement a eu assez de puissance économique pour avancer avec cette réforme sans vraiment donner de l'importance à la négociation, au débat autour. Et donc, le positionnement du gouvernement a reçu encore plus de pouvoir dans cette première étape. Et à ces moments-là, on arrive
à la réforme sociale. Donc, 3 points, la réforme des pensions, la réforme du travail et la réforme du système de santé. En 2023, la législation commence et en mars 2023, le gouvernement, le président de la République trouve une surprise vraiment défavorable qui veut dire que cette réforme ne allait pas être si facilement approuvée. Et donc, la première version de la réforme du système de santé commence et on entre dans ce que j'appelle la deuxième partie du gouvernement. Donc, la phase dans laquelle le président commence à travailler sur une inclusion forte. Et donc, c'est l'étape de la IRA, de l'explosion interne. Donc, il termine la coalition et le président le dit clairement. Clairement, il a déclaré cela. Il est même arrivé à commencer à discuter avec les conseillers économiques, Alejandro Gaviria, Cecilia Lopez, le directeur du département national de planification, le ministre commercial, Antonio Campo, ministre de impôts dans ces moments-là. Et donc, le président a décidé que si les réformes n'ont pas été avancées grâce au Congrès, ils allaient pouvoir le faire, les avancer avec le pouvoir exécutif. Et ça a été une phase assez longue, 2 années jusqu'à récemment. Et à la fin, pas beaucoup de choses se sont passées. Tout le monde s'est rejeté les réformes entre l'État, les cours, la Cour constitutionnelle. Ils ont pris des décisions fortes par rapport à ces 3 réformes, les 3. Et pas juste sur la réforme des pensions, mais ils ont déclaré quelque chose par rapport au système de santé aussi et par rapport aux réformes des impôts. Il y a eu un article très important pendant la réforme du 22 par rapport à la surcharge des hydrocarbures. Et donc, je pense que le gouvernement, là, est entré dans la dernière phase, qui est un peu une étape de désespoir, parce que cette étape dans laquelle le gouvernement dit on n'a pas pu faire tout ce qu'on pensait, on n'était pas si fort par rapport à ce qu'on pensait, on pensait avoir plus de pouvoir, la classe dirigeante ne se laisse pas changer. Et donc, à ces moments-là, ils essayent de faire 2 choses. Essayer, mais principalement essayer de laisser le gouvernement d'une forme au moins décente. Et donc, à ces moments-là, on essaye aussi de générer quelque chose, comment on peut pouvoir dire, ah oui, pendant ces gouvernements-là, on a quand même pu faire quelque chose. Et donc, le relationnement entre gouvernement, État, économie, État-nation, etc., la première question que vous aviez posée était par rapport à l'économie, et l'économie ne s'est pas si mal passée, juste pas vraiment parce que l'État a fait grandes choses, le gouvernement a pris des bonnes décisions, mais plutôt parce que ça fait beaucoup de temps qu'on fait des activités de contention, des résistances. Donc, je pense que c'est important tenir en considération le fait qu'ils ont pu travailler par rapport à la section du café. Nous avons reçu des aides, des subventions et la demande en Colombie a augmenté aussi. Et donc, l'activité économique n'est pas tombée comme elle aurait pu tomber. Et ça, c'est le résumé des 3 ans et demi. Ce n'est pas facile, mais je voulais faire un peu un schéma des 3 étapes avec des caractéristiques très différentes par rapport à chaque étape du même gouvernement. Magnifique, Bruce. Donc, je demande quels sont les défis économiques à niveau national et international les plus marquants auxquels la Colombie et les nouveaux gouvernements doivent faire face. Je te pose cette question. Oui, ce que je peux répondre ici, Ken, est que nous avons 2 univers différents de défis. D'un côté, la géopolitique, cela est important. Ce qui se passe dans le monde à ce moment est significatif par rapport au positionnement des États-Unis dans le commerce, aussi le monde bipolaire, ou tripolaire même, par rapport à l'Inde, parce qu'on ne peut pas oublier l'Inde dans cet algorithme. Nous savons que tout le monde parle des États-Unis, de la Chine, mais l'Inde aussi commence à être un élément à devoir tenir en considération. Tout à fait. Et donc, dans la nouvelle économie aussi, l'Union européenne, bien sûr. Donc, tout ce qui se passe à niveau géopolitique international va
avoir un impact, mais aussi les défis internes, ça c'est l'autre univers, et qui ont beaucoup à voir avec les politiques publiques que le gouvernement a mis en place. Par rapport à la politique publique, par rapport aux hydrocarbures et aux exploitations minières, au-delà des considérations en termes de durabilité et environnement, qui, bien sûr, sont des considérations vraiment importantes. Il est aussi vrai que ces deux secteurs ont aidé vraiment beaucoup l'économie colombienne et ils ont reçu une attaque frontalière avec ce qui s'est passé. Je parle de ce qui s'est passé avec le pétrole, avec les gaz naturels, avec le charbon, avec les activités d'exploitation minière en cuivre qui nous n'avons pas pu développer, mais aussi la dépendance des certains matériaux internationaux. Et nous savons que cela est tout un défi. Et par rapport à la politique publique, le gouvernement n'a pas été discipliné. Ils ont complètement abandonné l'idée du fait que la stabilité économique se lie est reliée avec les finances saines du gouvernement. Ils n'ont pas juste abandonné, mais je pense que de forme exprès, ils ont complètement abandonné l'idée, ils ont sacrifié même, je dirais, la confiance du public par rapport à l'aspect économique pour faire des dépenses publiques, pour mettre un peu en arrêt à l'économie publique, mais aussi à fin électorale. Et aussi, le troisième point, le système de santé, la santé partout a à voir avec les finances publiques. Ça, c'est important. Donc, la société, et ils ont fait des statistiques, des calculs, et je pense qu'ils sont corrects. L'État est le responsable de répondre au système de santé. Donc, si nous n'avons pas des finances publiques à un niveau de stabilité et qui peuvent alimenter les systèmes de santé, nous allons avoir des problèmes, des gros problèmes par rapport au financement du système de santé et de la partie sociale. Et cela va être un défi du futur, de l'avenir, parce que les déficits accumulés sont énormes. Nous sommes sur les 250 millions de dollars par rapport au déficit public. Nous savons en anglais, en espagnol, nous allons présenter la même chose l'année prochaine. Nous allons avoir un système qui va perdre de la rentabilité par rapport au changement des agents. Et ça, c'est une thématique importante. Et quatrième, l'énergie. La politique énergétique en Colombie nous permettait avant, jusqu'en 2023, prévoir avoir de la capacité suffisante pour soutenir la demande de la Colombie. Et maintenant, la demande que nous avons au moment n'est plus la même demande du passé. Et ça, c'est la partie importante de l'aspect énergétique. Il faut se demander, est-ce que nous allons pouvoir générer autant d'énergie pour nous autosoutenir en 2028, 29, 30? Donc, l'idée est que il y avait un grand projet de sidérurgie du point de vue industriel du président. Ils ont fait les études et ils se sont rendus compte que cela n'allait jamais alimenter la Colombie dans la proportion d'énergie qu'on nécessite. Et en plus, un dernier point qui n'est pas vraiment économique, mais je pense que c'est quand même assez relié. Je parle de la sécurité. Cela a un impact dans tous les aspects socio-économiques, bien sûr, et aussi dans les relations internationales, parce que il est vrai que la Colombie est moyennement en train de s'ouvrir avec une capacité d'export-import vraiment importante. Nous savons que le 29% des exports vers les États-Unis valent des millions de dollars, à la Chine aussi, à l'Europe aussi. Et donc, nous sommes maintenant au milieu d'un débat entre les les États-Unis et la Chine. Pour le moment, nous sommes en train de négocier des meilleures conditions avec la Chine par rapport aux États-Unis, mais au moment, nous sommes quand même en train d'exporter plus aux États-Unis qu'à la Chine. Et donc, nous avons des raisons, des préoccupations et des manques de certainté, je dirais, et ça va être un problème du nouvel gouvernement par rapport au fait que avec deux, trois alarmes, peut-être avec des déclarations claires, le prochain gouvernement va pouvoir peut-être s'aligner avec un commissariat où je ne le fais pas, ou alors je deviens amiqué avec la Chine. Il va y avoir beaucoup de décisions à prendre, mais cela n'est pas encore défini, donc ça va être dans les mains du prochain gouvernement.
Merci, Ken. Oui, merci beaucoup, Bruce. Nous n'entendons pas vraiment beaucoup l'élément de la croissance des Indes. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, et vous avez mentionné les ramifications importantes ou alors les effets importants que nous allons avoir à niveau Colombie et Amérique latine par rapport à la croissance de l'Inde. Est-ce que vous pouvez peut-être diriger votre réponse par rapport à cet élément, à cette croissance de l'Inde, par rapport peut-être à l'implication de l'Amérique latine, de la Colombie, de la thématique actuelle et de la Colombie. Tout à fait. Je pense que l'Inde est un élément vraiment intéressant par rapport au reste de la vision géopolitique internationale. Et je vous raconte cette anecdote. Il y a quelque temps, le gouvernement de la Corée du Sud m'a invité à connaître un peu plus la réalité là-bas. Et une personne de l'Inde est devenue un ami à moi et il m'a expliqué qu'il gère le centre de recherche d'intelligence commerciale de l'Inde. Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a expliqué qu'à Mumbai, il y a effectivement un centre de recherche internationale où ils ont 2000 postdocs en économie, 2000. Et nous sommes distribués par pays. Donc, chaque personne s'occupe de chaque pays. Par exemple, et nous avons trois PhD en Colombie. Donc, nous avons trois personnes qui sont dédiées à ce qui se passe en Colombie, mais pas juste pour rechercher sur la Colombie. Ce que nous le faisons pour rechercher nos opportunités en tant qu'Inde en Colombie et éventuellement faire une alliance qui peut être assez positive pour nous et pour vous et donc que ça soit un accord propice pour l'Inde. Ça, c'est l'idée et le concept derrière comment ils réfléchissent. Donc, il s'agit vraiment de tout un autre aspect, mais ils font beaucoup de travail dans l'insertion des économies internationales et ils ont enregistré le meilleur niveau de croissance économique l'année passée et cette année aussi. Au-delà de la Chine, ils ont augmenté le PIB aussi, le GDP, ils ont vraiment recherché beaucoup par rapport au niveau de euh, possibles et potentiels accords commerciaux. Donc, ils sont en train de grandir beaucoup, mais avec une composante vraiment importante qui est la quantité de talents des personnes avec beaucoup de connaissances et avec beaucoup de réseaux pour construire encore plus dans la recherche. Donc, je pense que l'Inde va représenter un élément fondamental. Ils vont jouer un rôle important. Il faut donc continuer à mentionner l'Inde et l'Inde arrive, pas de forme gratuite, avec une opportunité différente. Donc, ils veulent construire un commerce international sur le pétrole. Et ça, c'est un type de relation qui peut déranger un peu les relations déjà existantes avec l'Europe et les États-Unis. Il s'agit d'un pays intéressant à analyser parce que nous avons un régime autoritaire là-bas, mais au même temps, ils ont une histoire de démocratie intéressante. Donc, je crois que nous devrions prêter un peu plus d'attention par rapport à ce qui se passe en Inde, mais aussi en tenant en compte le fait qu'ils ont analysé le monde depuis un petit moment. Ils ont chaque fois plus de capacités de marché, des commerces, et donc il faut le tenir en considération. Bruce, merci beaucoup pour votre réponse. En considérant une analyse de comparaison des économies par rapport à l'Amérique latine et pas seulement, si nous menons des réflexions par rapport à ces moments, nous considérons un peu la modération de l'administration. Et la modération est un élément qui, de nos jours, est très positivement valoré, on va dire, par rapport à même le président Santos, l'ex-président Santos, a soutenu l'idée que la modération est un élément auquel il faut revenir par rapport à la politique. Donc, je me demande, par rapport à cette modération, cela ne s'est pas vraiment traduit dans les niveaux socio-économiques de la redistribution en Colombie. Donc, nous n'avons pas
été sujet des mêmes crises économiques que des autres pays d'Amérique latine, mais nous sommes en deuxième positionnement par rapport au niveau des inégalités plus haut en Amérique latine. Donc, la question, et elle est claire, est-ce que nous pouvons avoir une économie de redistribution qui maintient cet élément de modération? Est-ce que nous pouvons faire de la politique du centre de forme modérée? Est-ce que c'est partie d'un projet politique possible? Bah, Sandra, je pense qu'il s'agit de deux catégories différentes par rapport à la modération ou non à niveau économique et s'il s'agit d'un modèle de redistribution ou pas euh, dans dans le niveau sociétal. Donc, je pense que la modération a à voir avec plusieurs choses. La modération est la prudence à niveau macroéconomique par rapport à un État qui veut considérer un scénario assez stable, assez connu, mais il a aussi à voir avec la thématique de la confiance. Il faut savoir vers où nous bougeons, dans quel modèle économique nous sommes en train de travailler. Il faut savoir quels sont les objectifs à moyen et long terme, ce qu'on veut arriver à faire. Ça, c'est un peu la première conversation par rapport à la modération. Et la deuxième, que je trouve vraiment intéressante, et j'étais en charge de la création du département de prospérité sociale. J'étais le premier directeur et cela était dédié à la lutte contre la pauvreté extrême. Dans ces moments, nous avions une institution, une agence qui a été éliminée. Le nom de cela était l'Agence nationale pour la lutte contre la pauvreté extrême. Il y avait tout un réseau de personnes qui allaient comprendre quelles étaient les lacunes, les problèmes de chaque noyau familier pour comprendre si tout le monde allait à l'école, s'ils avaient des problèmes de logement, s'ils avaient accès aux services publics. En tout cas, nous avions 32 catégories et par rapport à 32, 16 catégories ont été choisies pour la mesure de multidimension de pauvreté. Donc, mon idée est que cela est encore actuel. Je fais un exercice par rapport à une question un peu différente, mais en tout cas, on était en train de réfléchir par rapport à l'effet du travail informel en Colombie. La Colombie a un niveau de travail informel immense par rapport aux 58-59% des personnes de la population active se trouvent dans des conditions de travail informel. Mais si nous commençons à toucher un peu par rapport à ces chiffres-là, la TANE, etc., par rapport aux chiffres, bah, il faut penser les conséquences de cela. En considérant un grand travail d'approximation par rapport aux statistiques moyennes de travail informel, nous trouvons les suivantes statistiques. Nous avons 1,40 million pesos par rapport à conditions de travail informel. Et donc, les salaires du travail formel, nous nous sommes rendus compte qui étaient 2 millions 530 000. Je vais répéter les chiffres. 1,40 million pesos d'un côté, 2 millions 350 de l'autre côté. Donc, ces millions et demi, 13 millions de personnes en Colombie ont touché cela. Et l'autre montant, c'est 10 millions qui touchent. Donc, quand nous avons calculé tout cela, nous sommes rendus compte que la majorité de la différence était là. Ce n'est pas la différence entre les plus riches et les plus pauvres. Il s'agit de 13 millions de personnes d'une catégorie sociale qui gagnent en bas du salaire minimum et une autre personne de la population qui est moins étendue, qui gagne un peu plus. Donc, si nous faisons un exercice de réflexion générale pour identifier l'utopie dans laquelle les Colombiens, tous ces groupes de personnes qui gagnent moins du salaire minimum pourraient toucher un salaire normal. Et si on fait ces calculs, nous pourrions même arriver au même niveau des pays standards de l'Europe. Et en disant cela, ce que je veux dire, et pour répondre à la question de Ken, je veux dire, si quelqu'un veut travailler la partie sociale, il faut la travailler de forme profonde, mais avec des variables sociales qu'on n'a pas touchées jusqu'à ce moment-là. Il faut vraiment considérer les conséquences par rapport à l'inéquité, mais aussi avoir le but d'avoir une économie disciplinée qui fait un travail de stabilité et qui permette que plusieurs investisseurs
arrivent, achètent le produit. Donc, il s'agit de toute une série d'aspects qui doivent être considérés. Et je peux même dire, seulement avec ces types d'économies, seulement avec une économie sérieuse et attractive, on va pouvoir passer au-delà des gros problèmes d'économie, de pauvreté que nous avons dans notre pays. La logique est que, vu que la modération a été excessive, même je peux dire que ils ont été euh, faciles à prévoir par rapport à l'action dans le niveau de pauvreté. Je pense que cette logique doit être changée. Merci beaucoup, Bruce, pour cette réponse. Le problème du travail informel, des conditions de travail informel sont effectivement sur la bouche de plusieurs pays de l'Amérique latine. Donc, j'ai une question qui est simple, mais n'est pas si simple que ça. Ma question est, comment est-ce que nous pouvons réduire cette informalité, si on veut l'appeler comme ça? Je me demande donc, en Colombie, euh, avant de penser au contexte international, est-ce qu'il y a une recette avec des mesures concrètes que tout le monde peut mettre en œuvre afin de éliminer l'informalité? Je pense que le problème de l'informalité, si on veut l'appeler comme ça, à mon avis bien sûr, est que ça termine en générant des conditions vraiment inégale par rapport à la classe travailleur, parce que nous pouvons dire qu'il y a toujours des personnes qui disent que les systèmes du ministère du Travail peuvent être égalitaires, bien sûr, mais pour ceux et celles qui ne sont pas sous le parapluie des conditions formelles des Colombiens, ils ne reçoivent pas de pensions, il n'y a pas de congés maladie, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de congés vacances, ils n'ont pas d'heures extra, ils n'ont pas de paiement de sécurité sociale. C'est des travailleurs sans aucun droit. Et ça, c'est vraiment le problème de notre société. Nous avons 13 millions de personnes qui n'ont aucun droit à niveau du travail. Et cela est significatif. Donc, la question dans ce moment est, et j'ai essayé, plusieurs groupes techniques ont essayé de faire un résumé par rapport à cela en pensant aux actions à prendre. Mais voilà, il faut créer, ils disent, une attraction plus importante par rapport à ces shifts qu'on veut qu'on fasse vers les conditions formelles de travail. Et cela doit être relié à des conditions du gouvernement dans lesquelles on peut appliquer du contrôle parce que la vigilance est là. Gilles, il y a de la vigilance, du monitoring par rapport aux conditions des entreprises formelles, mais ils n'ont pas du tout des vigilances par rapport conditions de travail informelles, au travail, à l'informalité en général. Donc, à mon avis, cela va requérir une réflexion nouvelle par rapport à plusieurs aspects. Si nous pensons par exemple à une justice transactionnelle par rapport à l'élément de la violence, etc., pourquoi donc nous ne pouvons pas penser à des mécanismes de transition pour émigrer de l'informalité et passer vers des conditions de travail formelles? Je pense qu'on va devoir faire des grandes choses, des événements, des tailles afin de pouvoir changer ces types des situations. Par exemple, si un petit business avec deux ou trois employés est informel et ce business doit comprendre qu'il y a des avantages, il y a des qualités, il y a des forces au moment de passer aux conditions de travail formelles. L'informalité n'est pas inventée. La transition vers la formalité existe. En Europe, par exemple, il y a pas mal de pays qui ont pu réduire leurs problèmes d'informalité, mais il est aussi vrai qu'il s'agit d'une problématique énorme en Amérique latine. Bruce, je veux peut-être changer de thématique pour parler un peu de ces niveaux, euh, de ces contextes plutôt internationaux. Et je pense que la semaine passée, dans un événement où j'ai participé, j'ai entendu à nouveau parler de ce même concept qui est très répété dans les derniers temps. Et l'argument est le suivant. Le gouvernement dit que la plupart de la relation extérieure pendant la plupart du mandat ou du cycle a été là pour satisfaire des intérêts reliés avec le business, les entreprises. Ils disent que la politique extérieure de la Colombie n'a pas été comprise comme un essai d'éteindre le secteur privé et de pouvoir entrer dans l'économie plus effective. Et en fait, ça, c'est un
une tâche de la politique extérieure, mais en même temps, le gouvernement dit que cette politique extérieure s'est convertie dans une politique qui représente juste un secteur de la société colombienne et a laissé de côté plusieurs autres parties de la société. Et donc, il y a plusieurs personnes qui mentionnent l'obsession des États-Unis, cette association stratégique que nous avons constamment et sur laquelle nous travaillons constamment comme Colombie par rapport au business, mais peut-être nous sommes dans un moment où il faut changer cela. Donc, je veux vous demander de entrer un peu en débat par rapport à cette argumentation avant tout, mais aussi j'aimerais demander quelle est votre idée par rapport au processus d'insertion internationale? Parce que je vous ai entendu parler de cette thématique et heureusement, ce que vous avez répondu dans ce type d'entretien n'est pas de retourner au passé. Je pense que cela n'est pas une option viable pour la politique extérieure, mais il faut penser à l'avenir d'une forme un peu plus imaginative, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'insertion internationale d'ici l'avenir? C'est difficile de répondre à Sandra Borda par rapport à ces contextes internationaux parce que nous savons qu'elle a pas mal de préférences à niveau international. Mais je vais essayer de répondre pour l'approximation. On va faire cela. À mon avis, si je parle du vice-ministre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai toujours critiqué au corps diplomatique colombien le fait qu'ils ont très mauvaisement représenté les intérêts commerciaux de notre pays. La Colombie a eu une diplomatie, un travail de diplomatie qui n'a pas du tout été efficace à niveau international, à niveau commercial. Je pense que la différence est que ils ont peut-être un peu de schizophrénie parce que d'un côté, nous avons les ambassades, mais de l'autre côté, nous avons le pro-Colombie, mais aussi l'ambassadeur ne se sont jamais dans la politique internationale. Moi, je sens que la Colombie n'a pas fait un bon travail par rapport à cela. Je vais en revenir bientôt. Le deuxième élément que j'aimerais mentionner ici est que nous devons penser vraiment bien à qu'est-ce que c'est une relation internationale, la relation entre la population, les citoyens, entre les familles, mais aussi cela est fortement relié avec la diplomatie, avec l'essai de respecter ces différences, les différences des groupes qui sont géolocalisés de formes différentes. Nous voulons que ces groupes-là aient des relations positives entre eux. Dans le passé, et vous pouvez me corriger, mais les guerres du siècle passé, les deux, trois causes principales des guerres des derniers temps ont eu à voir avec les territoires. Si quelqu'un veut un peu plus de territoire, ça commence à faire des invasions, voler une petite île, un archipel. Bah, je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, il y a eu des guerres basées sur la religion, mais surtout, il s'agit des guerres par rapport au territoire. Les grandes guerres ont été par rapport au commerce, par rapport aux raisons économiques. Il y a eu des guerres économiques par rapport basées sur l'économie. Dans tout moment historique, il y a eu des ports, des douanes, des produits spéciaux, des guerres, des économies, des commerces. Pourquoi est-ce que tout cela se passe? Bah, cela se passe parce que le commerce international est la meilleure forme d'enrichir une population, une société, un pays. Et donc, l'idée est de vendre du valeur ajoutée et ramener vers notre pays les richesses des autres pays. Donc, je pense qu'il est naturel que partie de la diplomatie se concentre sur la thématique commerciale, sur les relations commerciales, parce que nous voulons répondre à toute cette série de thématiques par rapport à la génération d'emplois, par rapport aux valeurs ajoutées, à l'innovation, à la technologie. Donc, nous savons que aujourd'hui, la diplomatie a beaucoup à voir avec d'autres éléments comme la migration, le déploiement des populations, la représentation des Colombiens en Europe, aux États-Unis, des familles entières qui vivent à l'étranger. Donc, je pense que la Colombie n'a jamais été forte et nous n'avons jamais vu des ambassadeurs qui se sont vraiment concentrés sur les relations commerciales. Nous
voyons souvent les représentants, les ambassadeurs des autres pays en Colombie. Et ça, c'est ce qui nous apprend comme nos ambassadeurs devraient faire ailleurs. La Colombie n'a jamais fait cela. Donc, bien sûr, il est évident qu'aujourd'hui, de nos jours, la politique internationale des relations extérieures sont importantes et la géopolitique s'est concentrée sur la géoéconomie, tout ce qui s'est passé au niveau États-Unis, tout ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Canada. Nous savons que cela a joué un rôle significatif. Le débat avec la Chine, cela n'est pas basé sur la culture. Cela est une conversation économique pure et dure, des projections à long terme. Donc, je pense que, au contraire, ce que nous devons faire est professionnaliser encore plus ces niveaux et le convertir en un aspect de la stratégie nationale. Nous avons eu tellement de choses bizarres, Sandra le sait bien, nous avons vu, par exemple, comment aux États-Unis, la Colombie cède aux accords commerciaux à condition de soutenir, d'avoir des votes de soutien dans le Conseil de sécurité. Et cela est bizarre. Par exemple, je vais vendre mon secteur agricole parce que je vais donner la possibilité ou l'opportunité de recevoir une aide spéciale du Conseil de sécurité. Et cela est très bizarre, mon gars. Et il est bizarre. Et moi, je pense que cela a à voir avec cette diplomatie colombienne. Ils savent qu'ils sont en train de représenter la richesse, la pauvreté des noyaux familiales, la capacité ou pas d'utiliser ces valeurs ajoutées. Moi, je pense qu'il s'agit effectivement du contraire. Ça nous manque vraiment beaucoup de travail par rapport à la sincérité des objectifs. Et après, il y a des causes super importantes par rapport à l'aspect de l'humanité. Et cela peut être un véhicule pour avancer si on joue avec des éléments par rapport à la COP, aux événements de la COP, la durabilité ou les causes reliées à la défense des droits humains. Et, et je pense qu'il faut bien revenir en arrière par rapport aux droits ethniques, les droits de genre. Nous savons que toutes ces composantes nous permettent de jouer dans le contexte international en générant des causes supranationales qui ont à voir avec les droits humains, bien sûr. Et cela est une tâche vraiment importante pour laquelle considérer beaucoup de travail dans l'avenir. Tout à fait, nous avons entendu pas mal de propositions pour résoudre les problématiques que vous venez de souligner. Et cela est un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas eu un processus international dans lequel, et d'élections dans lesquelles nous avons parlé autant de politique extérieure. Et une proposition que j'ai entendue de Paloma Valencia est de fusionner la partie commerciale avec le chancelier et d'autres personnes parlent d'une professionnalisation majeure du secteur extérieur, mais personne parle de l'élément de l'institutionnalisation des chaînes de communication avec le secteur privé, avec les organisations sociales, avec l'académie, et cela n'existe pas. Il n'y a pas de mécanisme de consultation institutionnalisé pour que plusieurs secteurs qui ne sont pas partie du gouvernement soient partis ou participent dans les processus de prise de décision. Donc, est-ce que vous changerez à niveau institutionnel? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Paloma Valencia? Oui, je pense que la partie du commerce doit avoir des liens avec le commerce. Nous savons que l'administration a des éléments de commerce, de l'industrie et du tourisme. Il s'agit de composantes différentes. Et la Colombie a eu un développement dans la partie du tourisme. Nous avons eu une bonne organisation de certaines formes. Nous avons pu profiter parfois trop profiter, exploiter même par rapport à la protection à niveau touristique, mais la thématique du commerce international devrait aller de la main avec la diplomatie internationale, quelque chose qui se passe et nous le savons très bien. J'utilise toujours le même exemple de la diplomatie et de ce qui se passe en Itabirati au Brésil. Ils sont vraiment l'autorité de conversations commerciales et cela a beaucoup de sens parce que ils ne pourraient pas mettre un pourcentage par rapport au poids spécifique des relations internationales, mais c'est un prix vraiment haut. Donc, il faut avoir de la connaissance, il faut inclure et impliquer des personnes qui ont des connaissances par rapport au secteur privé. Et pour donner un exemple, le président Petro
quand il est parti vers Beijing, vers Pékin, pour la voie de la soie. Voilà, je me rappelle pas trop les prénoms, comment ils ont appelé tout ça. Mais en tout cas, du rien, ils ont commencé à parler des sujets d'un possible accord. Les exports, l'import, les importations, les secteurs de l'économie, les secteurs de la technologie, les secteurs de l'infrastructure. Personne n'a été mentionné. Donc, il est facile de se demander avec quels critères ils sont en train de construire ou de euh, penser ou donner un premier dessin, un premier brouillon à ce type d'accord. Donc, je pense que il y a quelque chose de très important par rapport aux délégations diplomatiques, les accords commerciaux, les accords diplomatiques. À la fin de la journée, il n'y a pas de pays qui s'est enrichi dans le passé juste en achetant et en vendant des choses à niveau interne. Ça n'existe pas à niveau économique parce que une économie fermée à niveau interne n'existe pas. Cela est un peu une autarkie avec une idée de ne plus avoir des relations avec l'internationalité. Tous les pays qui se sont développés sur base internationale. Ils ont eu de l'appui social, de l'appui technologique, mais tout cela a été basé sur un développement international. Et donc, la Colombie doit commencer à réfléchir sur cela de forme importante et significative parce que à chaque fois que nous faisons un accord commercial en Colombie, nous avons un grand débat par rapport au fait de ce qu'en diplomatie on appelle s'il va y avoir une chambre à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un groupe assis à côté qui essaye de donner des appuis technologiques à ceux qui sont dans la négociation diplomatique? Parfois, cela n'existe pas. Par exemple, dans la conversation de Chine, il n'y avait pas du tout des experts impliqués. Il n'y avait pas des personnes dans la chambre à côté. Donc, tout le monde s'est demandé avec quels critères ils sont en train d'essayer de construire un accord avec la Chine. Ils ne savaient rien du tout parce qu'ils n'avaient pas des experts impliqués, des parties prenantes, des personnes qui ont la connaissance pour pouvoir mener ces petits développements par rapport à un accord commercial. Et donc, il faut professionnaliser, comme Sandra a bien dit, dans la diplomatie colombienne, nous avons perdu des éléments dans les dernières années en Colombie. Ce qui s'est passé à niveau de conseiller est que nous avons perdu la possibilité, les personnes professionnelles, les positions de travail ont été vraiment volatiles. Donc, cela n'est pas positif, pas du tout. Bruce, pour partir vers l'aspect politique, presque toute enquête en Colombie dit que plus ou moins 45% de la population s'identifie avec le parti politique du centre. Mais quand il faut sélectionner un candidat, le centre se transforme dans un orphelin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Je pense qu'il s'agit vraiment d'un élément intéressant, ce centre. Le centre, qu'est-ce que c'est? Le centre se trouve entre deux extrêmes. Et mon impression n'est pas vraiment cela. Le centre est quelque chose de différent, à mon avis. Il s'agit peut-être d'une forme différente de s'approximer à la politique, aux politiques publiques. Ça, c'est bien sûr mon avis. Et je vois cela dans l'idée de ne pas être dogmatique, d'être un peu plus éclectique. Et avec cela, je veux dire que s'il y a un groupe de personnes qui pensent d'une certaine forme, on peut absorber certaines de ces valeurs et de l'autre groupe d'autres valeurs. Je pense que dans une société si dynamique comme la nôtre, dans le monde aussi, nous voyons cette tendance, il faut essayer d'avoir les meilleures idées de tout espace et d'avoir donc un positionnement central dans les bien-être communs. Je pense que ça, c'est pour moi le vrai centre politique. Donc, par exemple, l'idée que la droite est plus autoritaire que la gauche. On- Cela n'est pas vrai tout le temps. Nous avons des groupes de gauche qui sont extrêmement autoritaires. Par exemple, nous avons vu comment le président de la République a envoyé s'asseoir un général de la police, commandant en chef. Ah oui, vous êtes commandant en chef, donc asseyez-vous.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un critère d'autoritarisme énorme. Cela n'a pas impacté la population, mais cela a impacté cette personne en spécifique. Et donc, voilà, c'est un groupe représenté. Ou quelqu'un qui arrive et dit, ici, on fait ce que tu dis. Ça, c'est un positionnement extrêmement autoritaire. Ou quelqu'un qui arrive et dit, la loi, il faut la respecter. Ben, ça, c'est extrêmement autoritaire. Donc, moi, au moins, ce que j'imagine, vu que j'ai travaillé à un moment donné dans ma carrière des aspects sociaux importants et ma formation dans ce moment était une formation économique. J'étais fonctionnaire de banque à ce moment-là, donc et j'ai dû travailler sur des aspects sociaux. Il faut donc, à mon avis, identifier des objectifs à long terme et des objectifs communs. Par exemple, Colombie veut la paix. La Colombie veut réduire la pauvreté. La Colombie veut réduire et donner plus d'opportunités aux personnes pour travailler, défendre les droits humains. La Colombie veut, qu'est-ce que j'en sais, défendre les droits des minorités. Que la Colombie veut avoir une meilleure éducation ou alors offrir un meilleur niveau de santé à tout Colombien et Colombienne. Donc, il s'agit d'objectifs. Est-ce qu'ils sont des gauches ou des droites? Ben, je ne crois pas qu'ils sont des gauches ou des droites. Je pense que on peut être d'accord avec tout le monde. On peut asseoir à tout le monde de l'extrême droite et gauche. Et peut-être il y a des éléments communs. Je pense que la différence est dans un point en concret par rapport au rôle de l'État. C'est l'État qui doit tout faire ou pas, ou participer au secteur privé ou pas, ou participer au secteur de l'entrepreneur ou pas. Je pense que on, il faut toucher à nouveau à cet aspect pragmatique de trouver de la forme plus transparente et efficace possible, une forme de répondre aux problèmes que nous avons en ces moments. Et donc, un groupe va dire ici, l'État a besoin de participer ou pas, et moi, je pourrais même répondre attention parce que l'État n'est pas si efficace que ça. Donc, attention à donner du pouvoir au secteur privé ou à l'État parce qu'il peut y avoir des abus. Donc, 45% de la population, je pense qu'il s'agit de la partie de la population qui ne croit pas dans les dogmes et qu'ils pensent que nos problèmes soient assez sérieux qu'on pourra s'asseoir à trouver des solutions sérieuses. Il y a aussi des gens qui comprennent que les lois sont là pour les respecter et qu'on peut permettre que la violence, par exemple, se transforme et augmente dans 500 municipalités dans le pays et le gouvernement doit garantir la tranquillité des citoyens. Mais il y a aussi des gens qui comprennent que cela ne peut pas lutter contre un objectif de base qui est enlever les 30 quelques pourcents de la population de la pauvreté. Donc, je pense que l'idée est de ne pas penser que le problème est qui a le pouvoir, que ce soit la gauche ou la droite, s'il y a des dogmes à côté, mais il est plutôt de question de penser comment est-ce qu'on va résoudre certains problèmes. C'est ça, parce que on aimerait bien avoir une partie, un bouton éclectique à disposition de la politique publique pour faire les politiques publiques, mais ce n'est pas le cas. Donc, et l'autre élément ici est que ce pays a été fortement polarisé dans les derniers 20 ans par rapport à la situation de violence, par rapport à l'appartenance à un parti à l'autre. Et donc, le free pass du fait qu'on peut détester quelqu'un juste pour participer à un autre parti. Je pense qu'il faut laisser tout ça à côté. Donc, Bruce, on n'a pas de mots. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés dans cette session. Tout à fait. C'est compliqué de couper tout ce qu'on veut parler avec vous parce qu'effectivement, c'est une conversation extrêmement intéressante. Vous avez demandé de réduire un peu l'heure que l'on avait à disposition pour d'autres conflit dans votre agenda. Nous espérons pouvoir continuer cette conversation parce que nous avons cet aspect du centre politique et nous avons déjà développé ces premiers concepts, mais nous allons continuer à avoir des répercussions par rapport à ces concepts. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je passe la parole à Martha. Donc, merci
Bruce, avant tout, merci Sandra et Ken pour cette excellente conversation. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir des nouvelles et des prochains épisodes de cette série sur le centre en Colombie ainsi que d'autres événements. Et aussi, nous venons de lancer notre nouveau rapport Beyond the Build de la construction. Vous pouvez les trouver sur ccacanada.com. Rappelez-vous que les vidéos en espagnol, anglais et français seront disponibles très bientôt. Encore une fois, merci beaucoup Bruce McMaster, merci Sandra et Ken. Je vous souhaite une excellente continuation de journée.